Un décryptage s'invite dans cet entretien concernant ce qu'a été l'arrivée du président français Emmanuel Macron en RDC. Nous allons revenir sur ce qu'a été la conférence de presse qui a été co-animée entre le président Tshisekedi et le président français, mais également un focus sur la guerre dans la partie orientale. Quid de la suite si le cessez-le-feu, comme souhaité dans l'accord de Luanda, n'est pas toujours respecté comme on aurait souhaité? Les pères de cette rencontre. Nous recevons pour vous Abraham Lwakabwanga. Il est ancien patron de la communication du président de la République. C'est lui notre invité à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, mais une petite correction de grande taille. Je n'ai pas été le patron de la communication du chef de l'État. Au contraire, je me suis occupé d'un département, celui de la presse. Il y avait un collègue ou une collègue à l'époque qui gérait la communication du chef de l'État. C'est très important car beaucoup de choses nous ont été imputées à défaut. Très bien. En marge du mois de la femme, avant que nous puissions aborder nos thématiques, vous avez un message particulier à toutes les mamans du monde entier qui vont nous suivre? J'aimerais dire aux mamans que je ne me limite pas simplement à la date du 8 mars, mais je célèbre et fête toutes les mamans du monde du 1er janvier au 31 décembre. Je crois que nous devrons aujourd'hui ne pas trop non plus nous internationaliser, mais rester ce que nous sommes, africains, avec le respect dévolu à la maman, dévolu aux femmes, qui fait partie de notre enseignement, de notre éducation de base. À vous toutes les mamans en devenir, ou celles qui sont déjà là, recevez de ma part toutes les gratitudes pour nous avoir gardés vivants pendant 9 mois dans vos seins et surtout nous avoir élevés au prix de grands sacrifices. Merci et que Dieu vous bénisse. Sous l'ère Tshisekedi, voyez-vous la femme regagner sa place concernant les quotas dans l'échiquier politique? Regagner, non. Si on devrait regagner, c'est qu'il y a eu une existence avant Tshisekedi qui aurait permis à ce que la femme soit devant. Je ne crois pas. Le chef de l'État aujourd'hui est celui qui est en train de promouvoir la femme et on le voit. Il est le premier, il a posé des grands gestes dans cette société dans laquelle nous vivons, qui est multiculturelle certes, où certaines coutumes empêchent peut-être certaines personnes à prendre certaines décisions, mais issu d'un terroir où la femme n'a pas un grand rôle, ce qu'il fait est carrément contraire à ce qu'il aurait été enseigné par sa coutume. Le chef de l'État est précurseur d'une nouveauté, grande nouveauté. Je crois que les mamans en sont aujourd'hui fières parce qu'il y a une volonté de voir émerger plus d'une femme et pourquoi pas à la tête de plusieurs institutions. Il a par ailleurs dit qu'il aurait voulu que la personne qui lui succède soit une dame. Très bien. Grosso modo, quelle est votre appréhension de la guerre qui sévit dans la partie orientale? La guerre, c'est une guerre des mines. Il faut un certain moment qu'on se dise des choses claires. La guerre, c'est à cause de nos richesses. La guerre, c'est aussi la volonté aujourd'hui exprimée par nos voisins qui veulent remonter au découpage avant la grande réunion de Berlin. J'entends de plus en plus des voix qui s'élèvent de l'autre côté de nos frontières pour dire que avant Berlin, certains territoires, le Massissi ou le Rutshuru, auraient appartenu à une certaine catégorie de personnes qui se retrouvent de l'autre côté. Mais à première vue, lorsque vous regardez, ce qui est ciblé, ce sont les mines. Le Rwanda n'est qu'un proxy qu'on utilise dans cette grande guerre, raison pour laquelle il y a un grand silence de certains grands acteurs ou certains grands pays qui n'arrivent pas à condamner. Pourquoi? Parce qu'ils tirent profit de cette guerre. C'est une guerre premièrement économique. Tout récemment, le ministre des Finances l'a dit. Les chiffres qui aujourd'hui, par exemple, je prends le plan de l'or. Le ministre Nicolas Kazadi déclare que depuis que nous avons, la RDC, a signé un protocole d'entente avec les Émirats, nous travaillons directement et avons pu fournir plus de 200 kilos d'or. Alors que auparavant, c'était le Rwanda qui passait par le truchement du Qatar pour fournir l'or qui était pris clandestinement ou pris à cause du sang en RDC. Donc comprenons que la première volonté ou raison de cette guerre, c'est une guerre économique. L'hégémonie expansionniste de nos frères Tutsis voisins est un corollaire qu'ils aimeraient eux utiliser pour avoir les moyens de nous attaquer et profiter de prendre nos terres. Mais je crois que cette fois-ci, ils ont trouvé devant eux un mur que nous appelons fièrement béton et avec lequel je crois que nous allons mettre enfin fin à cette guerre, qu'on le veuille ou non. Estimez-vous que la fin de cette guerre est imminente?
Vous savez, une guerre, on sait quand on la commence, on ne sait jamais quand on la termine. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce serait, oui, certes, encourageant de déclarer, mais nous ne connaissons pas les tenants aboutissants. À titre d'exemple, vous savez, quand Poutine a envahi l'Ukraine, je ne crois pas qu'il s'attendait à ce que la guerre jusqu'à ce jour, qu'elle puisse durer jusqu'à ce jour. Donc, tout comme les États-Unis en Afghanistan ou ailleurs. Donc, on sait quand on commence, on ne sait jamais quand ça se termine. Hein, certains pays ont connu des grands déboires. Vietnam, on a vu les gens se jeter au Vietnam et puis ils sont sortis la queue entre les pattes. Donc, je crois que celui qui a commencé la guerre d'agression contre la RDC n'a pas su calculer parce qu'aujourd'hui, la RDC, forte du fait qu'elle n'a plus besoin d'un document ou d'une liste pour pouvoir acheter son matériel, est en train de s'armer, de s'équiper, est en train de former. Et je crois qu'au moment voulu, parce que jusque-là, je rappelle que nous sommes en position défensive, la RDC n'est pas encore passée à l'attaque. Le jour où le chef de l'État ou le Parlement décidera que la RDC est en guerre, je crois qu'on sera dans une autre posture. Mais la partie Est est amputée, vous dites que nous sommes en position de force, c'est paradoxal. Non, je dis nous sommes en position défensive. Moi, je suis de ceux qui, certains m'appellent va-t-en guerre, mais je me dis, si aujourd'hui la RDC se décidait de prendre 3 cibles sur Kigali, qui est à 158 km de Goma, la guerre va changer de physionomie. Donc jusque-là, on n'a jamais traversé la frontière rwandaise. Jusque-là, nous sommes chez nous. Goma est attelé avec Gisenyi. Vous croyez que vraiment, si l'armée congolaise se décidait de rouler sur Gisenyi, on ne va pas l'envahir? Je crois que ça devrait aller très très vite. Je rappelle aux historiens, je rappelle peut-être à certains jeunes, qu'au début des années 90, un certain général Mayele, suite à l'appel, a marché jusque là où il devait marcher. Je crois en nos forces. Je crois en ce que ce Dieu qui a établi les frontières est avec nous. Je crois que si la RDC, le jour où le chef de l'État, parce que jusque-là, écoutez son langage, il a toujours cherché la diplomatie, il a toujours fait la politique la main tendue, il a participé à presque toutes les rencontres diplomatiques pour chercher une issue pacifique à cette guerre. Le jour où, et il a dit, ma patience est en train de s'étioler. Le jour où le chef de l'État se prendra la décision en fonction des éléments du terrain pour que la RDC rentre dans une guerre effective, je crois que les données seront différentes. Je tiens à vous informer que on a utilisé un vocable M23. Aujourd'hui, toutes les informations indiquent que le M23 n'est que le soubassement d'une armée rwandaise. Si cela est établi au niveau de l'international et que tout le monde reconnaît que derrière, ou le M23, on devrait l'appeler RDF, Rwandese Forces, si c'est le cas, à ce moment-là, ce n'est pas une guerre, c'est une guerre d'agression et nous allons la ramener d'où elle est venue. Quelle sera la réaction de la communauté internationale si demain on bombardait Gisenyi, on bombardait Kigali parce que nous en avons la possibilité? Va-t-on dire que la RDC est entrée dans une volonté de génocide ou veut-elle exterminer son pays voisin? Donc tout cela est important. La démarche du chef de l'État est une démarche, je crois, comprise par tous les citoyens congolais. Il a été à tous les forums, de l'ONU à ceux de l'Afrique, centrale, l'Afrique australe, avec le même discours. On nous a agressés, veuillez condamner. Et je crois que ce message est compris. Tout ce que j'attends, c'est le moment M où le chef, le commandant suprême, va donner l'ordre pour que l'attaque soit tous azimuts. Pour l'heure, on signe des cessez-le-feu, on donne encore du temps et tout cela. Mais le jour où on se décidera à ce que ça avance, je ne crois pas que cette petite armée rwandaise qui parlait, quand je dis petite en termes de classement, en termes également de nombre, va arrêter de se jouer de notre peuple. Cessez-le-feu, parlons-en. Dans l'accord de Luanda, il a été stipulé que le 7 mars dernier, qu'un cessez-le-feu immédiat s'observe dans la partie déchirée par la guerre. Antonio Guterres l'a même soutenu tout de même. On a senti le M23 qui n'a pas fait profil balle à cet accord. Quid de la position devant observer la République démocratique du Congo? Écoutez, je crois que nous sommes aujourd'hui à un chat échaudé. C'est le quantième de cessez-le-feu. Il y en avait plusieurs. Moi, personnellement, je crois pour ceux qui me suivent, je l'ai déclaré clairement, c'est vrai ici, mais c'est également une... On dit cela en anglais, c'est le talk and fight. Vous discutez d'un côté, mais de l'autre côté, vous continuez le combat sur le terrain. C'est ce qui se passe.
Ici, je ne crois pas en la volonté du Rwanda, Quid ou AK M23, de reculer. Parce que pour eux, les terres qu'ils sont en train de vouloir récupérer seraient les leurs. Alors s'ils sont dans cette logique, lorsqu'on a écouté le chef d'état-major James Kabarebe le dire, même en Kinyarwanda, nous avons pu traduire, les documents existent, l'entendre dire devant ses pairs qu'on devrait revoir, que ces terres-là sont les leurs et qu'ils vont se battre jusqu'au bout. Je crois que ceux qui espèrent voir un cessez-le-feu devraient ne pas penser de cette manière-là. Je reprends parce qu'on est parti travailler. Tu vas couper ça parce que voilà. Donc, lorsque l'on entend le chef d'état-major rwandais déclarer en Kinyarwanda, et n'est pas le seul, d'autres l'ont fait avant lui, que les terres pour lesquelles il y a combat, ou sur lesquelles il y a combat aujourd'hui, seraient des terres qui ont appartenu au Rwanda, je ne crois pas qu'il y ait un quelconque cessez-le-feu qui serait possible. Il y aurait peut-être les renégats congolais qui ont traversé, qui travaillent aujourd'hui avec le M23, sous la formule M23, qui seraient intéressés pour qu'il y ait un cessez-le-feu, pour qu'il y ait un dialogue et qu'ils puissent se retrouver. Les autres cherchent des terres et cherchent les mines pour continuer à nous exploiter. Nos frères égarés, eux, ont un sérieux problème. Donc aujourd'hui, croire à ce qu'il y ait un cessez-le-feu, ce serait pour moi utopique, ce serait pour moi une naïveté. La rhétorique de Kigali se diffère de celle qui est de la RDC. Le président Paul Kagame disait que ce qui se passe à l'Est, c'est une affaire entre Congolais qui n'a rien à voir avec les dirigeants de Kigali. Le président Tshisekedi n'entend pas les choses de cette oreille. Dans cette affaire, qui dit faux et qui dit vrai? Celui qui a toujours menti, on le connaît. Celui qui a toujours menti. Vous savez, aujourd'hui, le président Kagame, celui qui déclare qu'il y a des FLDR en RDC. La question a été celle-ci, de savoir pourquoi n'ouvre-t-il pas un couloir pour accueillir ses frères et qu'il y ait un dialogue inter-rwandais. Car la problématique vient de là. Depuis quand sommes-nous en conflit avec le Rwanda? Depuis que 1994, ou un peu avant, on nous a imposé, quand je dis nous, peuple zaïro à l'époque, peuple congolais, d'accueillir sur nos terres plus d'1 million de réfugiés, qui étaient, comme par hasard, issus d'une même tribu. C'était des Hutus qui sont venus sur notre territoire. Et les Tutsis ont pris le pouvoir de l'autre côté, ils ne veulent pas voir leurs frères. La chose importante aujourd'hui, c'est de pousser le président Kagame ainsi que son pouvoir à ouvrir un couloir et à organiser un dialogue inter-rwandais. Ceci permettra à ses frères dont il se plaint d'être en RDC de pouvoir rentrer chez eux et de pouvoir se réconcilier avec eux. C'est le plus important. Or, pour l'heure, ce n'est pas le cas. Vous avez même entendu le chef de l'État le dire à un certain moment au cours d'un de ses discours pour dire mais ils sont venus en RDC, pourquoi n'ont-ils pas terminé le cas des FLR? Donc, c'est tout à fait normal. Nous sommes dans une légitimité. Nous disons que l'on ne voit pas de raison pour laquelle on nous a attaqués. Pourquoi on a pris Bunagana? Pourquoi on a avancé jusque là où ils sont? Vous comprenez bien qu'il y a une volonté, c'est celle de nuire. Et je ne vois pas les Congolais s'autodétruire entre eux. Si ce ne sont que des étrangers, vous voyez les images ignobles que nous retrouvons sur la toile ou ailleurs. Je ne crois pas que cette bestialité soit une bestialité congolaise. Nous ne fonctionnons pas de cette manière. Cette violence qui sévit à l'Est risque d'hypothéquer les processus électoraux. C'est l'une des déclarations du président Tshisekedi du haut de la tribune des Nations des droits de l'homme plutôt. Les gens disent qu'il a délibérément dit sa volonté de ne pas organiser les élections dans les délais constitutionnels. Entendez-vous les choses de cette oreille? Ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi que je connais. C'est un démocrate, celui que j'ai connu. Un compagnon qui nous a amenés dans la lutte, dans ce combat qui nous a menés aujourd'hui à établir un état de droit en RDC. Démocrate entièrement, respectueux des textes et qui aimerait laisser en héritage en RDC que pour la première fois nous avons eu un chef d'État élu, vainqueur des élections qui a pu organiser en temps utile d'autres élections pour que, si succession il y aurait, qui est succession, la sienne de préférence, ce serait quelqu'un d'autre, ben bon, ce serait un processus démocratique. Donc, lorsqu'il a dit, il tire le haut là. Et il le dit à qui? À ceux qui, les preuves sont là, sont reconnus, réputés d'avoir donné un coup de pouce à ceux qui nous combattent.
N'avons-nous pas entendu que la communauté européenne, après la demande de la France, a financé, pendant que nous sommes en guerre, le Rwanda, avec quelques centaines de millions de dollars? Pourquoi ce moment précis? Pourquoi ce moment précis? Certains, je cite, excusez-moi, c'est secret polichinelle, pourquoi ceux qui devraient condamner le Rwanda pour ses actes, certains ne le disent pas? Sont-ils obligés de condamner le Rwanda? Je crois que lorsque... Écoutez, les rapports entre pays, ce sont des rapports, oui, basés sur les intérêts, mais également sur une certaine vérité. Pourquoi on condamne la Russie? Et tout le monde est derrière l'Ukraine. En quoi l'agression rwandaise est-elle différente de celle de l'Ukraine? En quoi? Mais il n'y a que vous, là, qui citait nommément le Rwanda. Même au niveau de l'Union africaine, on n'a jamais dit que c'est le Rwanda qui attaquait la République démocratique du Congo. Chers amis et frères, vous savez qu'aujourd'hui, la RDC est le pays, je le dis, le plus riche au monde. Nous avons tout ce qu'il faut, tout ce que le monde a besoin chez nous, pétrole y compris, sans parler de la faune, de la flore. Nous sommes le poumon du monde aujourd'hui. Les chiffres démontrent que même l'Amazonie est derrière nous. Cette grande forêt équatoriale serait la première aujourd'hui. Fort de tout cela, regardez l'étendue, faune, flore, les eaux qui ont en RDC, nous avons un pays merveilleux. Et tout le monde nous envie. C'est un problème de lobby. L'Afrique du Sud, je donne un exemple, condamne ce qui se passe au niveau de l'Ukraine et a appuyé la Russie. Il y a des pays qui se sont déterminés, autodéterminés. Le Mali, le Burkina Faso, ne sont-ils pas en train d'aller vers une autre voie contraire qui demande à ceux qui ils cherchent à s'émanciper? Fort de tous ces États, j'aimerais dire, ce ne sont pas tous les États africains, il y en a qui ne veulent rien comprendre ou ne veulent pas donner des leçons tout simplement parce qu'ils ont également des intérêts. J'ai commencé à vous le dire, les nations sont des intérêts. Devrions-nous attendre que l'Union africaine, que le chef de l'État dirigé par ailleurs, brillamment, se lève et condamne, alors que Paul Kagame a encore de ses hommes dans pratiquement toutes il nous a précédés au niveau de la présidence de l'Union africaine. Il a encore de ses hommes, il est encore influent du point de vue diplomatique. Et là, c'est pour ouvrir un clin d'œil, pour dire, vous qui vous opposez au voyage du chef de l'État, laissez-le faire, car la diplomatie aujourd'hui, elle paye. L'embargo a été levé. À force de quoi? De voyager, à force d'essayer de convaincre à l'international. Tiens, comme par hasard, ce sont les Français qui dirigeaient le Conseil de sécurité qui nous ont aidés dans la démarche. Mais d'un côté, ils soufflent le chaud, de l'autre côté, ils soufflent le froid, trouvent l'argent à donner à notre voisin. Et il y en a même un qui est venu, j'espère qu'on va en parler dans cette émission, nous dire ce qu'il veut nous dire dans ce pays. Donc, n'attendons pas naïvement que tous les autres condamnent. Ceux qui ont le courage le feront. Mais dans un monde où la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé, et peut-être on ne se rend pas compte, écoutez le discours de Poutine, tout ce qui reste à faire, c'est appuyer sur un bouton et c'est parti. Le nucléaire entre en jeu, l'Afrique restera à ce moment-là la solution du monde. Les gens l'ont vu, les gens l'ont compris. Les Chinois avant, les autres sont en train de revenir pour se dire c'est en Afrique que tout va se passer. Parce que l'Afrique, elle n'est pas polluée comme l'Europe. L'Afrique regorge de toutes les matières voulues. On a besoin de cette Afrique. Et chacun viendra. Devrons-nous à ce moment-là nous vendre comme une prostituée? Je ne crois pas. Il faudra qu'on puisse voir nos intérêts. Ils priment avec qui? Discuter avec ceux qui veulent nous faire avancer. Et je crois que c'est la démarche recherchée par le chef de l'État. Nous entendons dire généralement que la communauté internationale est amorphe eu égard à ce qui se passe à l'Est. La question est la suivante. Qu'est-ce que devrait faire cette communauté internationale à l'égard de ce qui nous arrive? Elle devrait jouer franc jeu. Écoutez, entre avoir un commissionnaire qui viendrait vous proposer des produits, ayant mis sa propre commission, j'ai commencé à vous dire, je répète encore, la guerre de l'Est, c'est une guerre économique. Un commissionnaire qui n'a aucune de ses ressources chez lui, les pille avec l'aide de certains citoyens égarés dans un pays voisin, les propose à l'international et les vend avec une commission, nous disons à ceux-là de la communauté internationale, venez directement chez nous. Tout ce désordre que vous vivez à l'Est, tous ces massacres
que l'on veut vous faire coller en vous disant, tiens, de l'autre côté, ils s'entretuent, chez nous, c'est bien, c'est calme. Non. C'est voulu, et c'est la démarche, c'est prouvé que c'est manigancé. Venez nous voir. Les Qataris ont payé le prix. Parce que, vous le savez, aujourd'hui, nous avons signé avec une grande firme d'Arabie Saoudite qui deal directement avec l'or. Et les autres qui auront compris vont faire la même démarche. Tout près de nous, monsieur Macron est venu accompagné de près d'une centaine d'hommes d'affaires. Pourquoi? Chercher à signer des contrats, c'est déjà une volonté ici qui démontre que, tiens, notre discours passe. Au lieu d'aller passer par un commissionnaire, venez vers nous les propriétaires, on va discuter. Pas comme on l'a fait avec le contrat chinois et, qui a vidé nos caisses et qui a été à l'avantage des Chinois et de tous ceux qui ont gravité autour de lui, autour d'eux, des Congolais. Mais ici, l'État congolais va pouvoir se retrouver et le citoyen congolais également. Est-ce que 70 ans après, il n'était pas question d'avoir un discours cohérent pour ne pas vous donner l'impression des gens qui pleurnichent à tout bout de champ? Il y a eu dans cette Afrique plusieurs leaders qui ont perdu leur vie d'une manière tragique. Cas panafricanistes qu'ils étaient et désireux de voir l'émergence de l'Afrique ont payé le prix de leur vie. Plus près de nous, je parlerai de la Libye de Muammar el-Kadhafi. Pays plus qu'émergent. Il avait un projet pour que l'Afrique se développe. Vous savez comment ça s'est terminé. On l'a arrêté comme un rat. Et il a été éliminé comme un rat. Alors qu'il avait une volonté pour que son pays se développe et que les autres pays se développent. Non, l'Afrique n'est pas plaintive. Malheureusement, elle n'a pas su développer ses armements. Aujourd'hui, contrairement aux Africains, les Asiatiques, eux, ont avancé. Je ne veux pas faire l'apologie ici des uns par rapport aux autres. Mais laissez-moi vous dire que le terme puissance ou hégémonie part d'une supériorité dans un domaine donné par rapport aux autres. Est-ce que l'on peut naïvement croire que nous, Africains, avec les programmes d'études codifiés à l'européenne, qui font que, tiens, pour avoir une licence, il faut avoir passé 5 ans, donc faire les 7-6 ans d'abord d'humanité, école primaire et autres, et puis faire 5 ans, 3 ans de graduat, 2 ans de licence, pour avoir un titre qu'eux considèrent, alors que dans certains pays chez eux, ce n'est qu'en 3 ans qu'on a la même formation. Bref, il faudrait revoir les choses dans notre intérêt. Comment pouvons-nous le refaire? Je salue l'initiative du Mali, qui a dit que, tiens, on va utiliser le français que pour l'administration. Mais il y a certaines choses qu'on va faire dans notre intérêt à nous. Donc il faudrait que nous, Africains, nous, Congolais spécifiquement, nous puissions chercher ce qui va dans notre intérêt. Pourquoi un pays si riche, doté en minerais, a le moins d'ingénieurs en mines? Nous avons peut-être chaque année 3 000 ou 5 000 avocats qui sortent. Mais si, combien de géologues sortent de nos universités? Combien? Donc nous avons ici quelque chose qui est tourné vers l'extérieur, alors que si nous réfléchissons, ce serait un développement endogène basé sur ce qu'on doit se développer en interne. La dernière création que nous avons connue dans ce pays, ou dernière nouveauté, c'était le Guy Kalakassa, qu'avait découvert un professeur il y a une trentaine d'années. Allez-vous me dire que depuis cette année-là jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un autre légume, il n'y a pas un autre fruit ou quelque chose d'autre qui a été fait? Je crois qu'il est important que l'université, qui est par ailleurs définie comme étant le lieu où l'on cherche à trouver des solutions pour son pays, s'engage dans cette voie-là. Le Congo n'est plus simplement au niveau de l'injustice. Non, développons l'agriculture, la pisciculture, découvrons ce qu'on doit découvrir. J'étais effaré un jour, cher ami, de vous dire, j'étais aux États-Unis, il y a une célèbre émission Discovery qui disait qu'on n'avait jamais exploré le fleuve Congo et qu'il y avait encore des espèces que l'on continue à découvrir encore aujourd'hui.
Donc il est important par rapport à ceux qui nous entourent, notre environnement, que nous puissions avoir une démarche qui va vers le développement de cet environnement-là. Le chef d'État l'a paraphrasé en disant la référence du sol sur le sous-sol. Parce que le Congo était tourné, a eu comme pour vocation de creuser, de sortir tous les minerais, sans transformation, les vendre bruts, avec la terre vers l'extérieur. Mais faisons le cuivre. Ne vendons pas simplement les barres, faisons les câbles. Qui nous a aidé à la sidérurgie de Maluku? Pourtant, c'est un projet pensé. On a voulu l'anéantir. Il ne s'est jamais développé. Quand est-ce que nous allons pouvoir tailler nos pierres de joaillerie qui se trouvent à Chikapa et ailleurs? C'est le même filon qui va jusqu'en Namibie. Eux avancent. Pourquoi pas nous? Donc il est important, cher ami, que nous puissions, ça c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, que nous puissions voir le développement de notre pays, le développement de l'Afrique selon nos propres intérêts. Ils nous ont colonisés, ils nous ont laissé des économies tournées vers eux, et ça, ce n'est pas bien pour nous. Il y a certains produits qui sont faits, qui sont aujourd'hui des produits en Afrique, que les Africains eux-mêmes ne mangent pas. On développe le cacao, c'est bien, mais combien de gens mangent-ils du chocolat aujourd'hui? Peut-être qu'on aurait pu développer d'autres herbes ou d'autres plantes tournées vers ce qu'est notre consommation. Mais aujourd'hui, vous remarquerez que dans la plupart du cas, tout ce que nous produisons, c'est vers l'extérieur. Non, il est grand temps que l'Afrique réfléchisse en elle-même, que l'Afrique réfléchisse pour elle-même. Et c'est la volonté de ceux qui aujourd'hui, du temps moderne, essaient de le faire. Une zone de libre-échange économique, circulation gratuite et tout ça. On fait tomber les barrières, on fait tomber les visas pour que des choses puissent avancer. Et qu'on ait enfin un jour une route qui partirait de l'Afrique du Sud vers le Nord. C'est important, c'est ça notre développement. Et je crois que les phénomènes naturels tels que la Covid que nous avons connue... Un chapelet de bonnes intentions dégagé par vous. Excusez-moi, c'est ma formation. Je suis spécialiste pour les pays en voie de développement. Mais c'est votre parti politique qui est au pouvoir. Quand vous voudrez un pays lier ce que vous dites à ce qui est fait, il y a vraiment un écart considérable. Mais l'UDPS ne fonctionne pas toute seule. Je crois et j'espère qu'après les élections 2023, l'UDPS aura la majorité qui lui permettra d'imposer son programme à elle. Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas, le chef de l'État a commencé avec les FCC, le cash, ensuite l'Union sacrée, pour lesquels par ailleurs on a vu certains membres de l'Union sacrée s'agiter, avancer, reculer. Je ne vais pas les citer ici pour en faire une publicité, mais j'espère que la majorité parlementaire acquise en 2023 sera en faveur de l'UDPS qui, à partir de ce moment-là, pourra arriver avec son programme et le faire. Nous avons un programme qui est clair, qui démontre d'ailleurs jusqu'à présent, on est parti de 6 milliards à 16 milliards. C'est l'UDPS. La gratuité de l'enseignement, qui existe pourtant constitutionnelle, c'est l'UDPS qui a pu l'imposer. Donc on ne nous dira pas que c'est un chapelet d'intention. Il y a quand même des activités qui sont claires. Le programme des 145 territoires, lorsqu'il va arriver à sa maturité, je crois que tous les Congolais vont comprendre que réellement l'UDPS est un parti socialiste. Mais la justice boitie, Macron nous a rappelé qu'on a un problème de la justice transitionnelle dans notre pays. C'était devant le président Tshisekedi. Vous savez, il ne se passe pas 3-4 jours pour qu'il y ait un problème en France. Vous savez, c'est facile de venir et de pointer du doigt les autres. Est-ce que la France, socialement, serait-elle meilleure? Je ne crois pas. On parle d'injustice, on parle de grève, on parle des gilets jaunes. Ce sont les droits des citoyens. C'est dans cette même France-là pour laquelle... vous savez, vous vous souvenez du pourcentage lorsque M. Manuel s'est fait... Macron s'est fait élire? C'était pas fameux. Ceci ne justifie pas qu'on doit travailler chez nous. Mais personnellement, j'ai horreur des donneurs de leçons. Venez nous donner des leçons si chez vous, vous êtes parvenu à mieux gérer. Venez nous donner des leçons si chez vous, vous êtes la première. Je rappelle que la France, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas la première puissance européenne. C'est toujours l'Allemagne, depuis.
Donc à un certain moment, avec beaucoup d'humilité, arrêter de venir en Afrique pour nous faire croire que ça doit se faire de telle ou telle manière. Les vérités d'Emmanuel Macron vous blessent, hein, et surtout avec les compromis à l'africaine qui, en toile de fond, n'est pas profitable à nos populations. Ce qui me blesse, c'est de voir un président qui, pas de liberté des citoyens, pas de démocratie, terminer son voyage dans un quartier de la ville, une bouteille de bière à la main. Ça, je ne comprends pas. Ce message-là, je ne me l'explique pas. Qu'est-ce qu'on a voulu donner comme message à la jeunesse? Posez la question à Fally Poupa, c'est lui qui l'avait. Fally Poupa a choisi son... Et Mouyaya Patrick était là. Excusez-moi. Mouyaya Patrick, lorsque j'ai lu les dépêches, il était venu rejoindre le cortège pour pouvoir... C'est ce qu'on m'a laissé entendre, parce que le chef de l'État français quittait le territoire quelques temps après. Mais je ne crois pas que ce soit, à mon humble avis, une belle image qu'on donne à la jeunesse. On veut laisser entendre que la RDC, pays en guerre, a une jeunesse qui est divisée. Les uns à Goma, à Saké ou ailleurs, sont concentrés sur leur survie, sur la défense de leur territoire, et les autres seraient à Kinshasa autour d'un chef de l'État étranger qui viendrait avec une bière à la main. Non, je crois qu'en termes de communication, nous n'avons pas eu besoin de cela. Il aurait peut-être fallu aller dans certains lieux où la conscience collective allait se relever. La musique, on sait bien la faire avec ou sans Macron. Alors, c'est que vous avez retenu, vous, de ce qu'a été le passage du président français sur le plan politique. Sur le plan politique, vous savez, la France est en train de perdre l'Afrique. Elle a perdu certains pays clés, le Mali, Burkina Faso, et d'autres qui vont s'aligner. C'est normal qu'elle vienne vite en RDC. Nous ne sommes pas n'avons pas été colonisés directement par la France, mais cherche à s'ancrer, cherche des nouveaux marchés, cherche à se consolider au travers l'Afrique. Mais heureusement que nous avons un chef d'État qui a tout compris et qui n'a pas, je ne crois pas, signé à l'aveuglette, mais qui a démontré au cours de cette conférence qu'il est là pour défendre premièrement les intérêts des Congolais, mais également les intérêts des Africains. Regardez-nous avec respect. Ne venez pas nous voir en Afrique avec des plans préconçus, croyant qu'ils vont marcher chez nous. Ces deux phrases clés qui m'ont rappelé que dans cette fameuse salle du Palais de la Nation, il y eut un certain Patrice Emery Lumumba devant un roi belge. Ce n'était pas de l'arrogance? Ce n'est pas de l'arrogance, c'est simplement de la clairvoyance, c'est simplement du nationalisme. Nous sommes un pays faible. En quoi sommes-nous faibles? Nous avons près de 100 millions d'habitants, une population vive. Et on vous dit que 60% de cette population, c'est la jeunesse. On n'est pas faible. Les conditions sociales de notre population, de nos populations, ça désirait. Cher ami, il y a une volonté déjà mise. Lorsque, dans le bilan du chef de l'État aujourd'hui, on dira quoi avec cette nouvelle année 2023? Peut-être quoi, 6 millions ou 7 millions de jeunes qui étaient dans la rue, qui étaient restés à la maison, ont repris le chemin de l'école. C'est un processus. Ce n'est pas par un coup de baguette magique. Il y a un processus. Ces jeunes-là aujourd'hui, avec la gratuité de l'enseignement, retournent à l'école. Aujourd'hui, je suis fier d'entendre le ministre de la Santé, que je salue au passage comme Premier ministre, avec ce projet de maternité gratuite. Le pays et la couverture... Là, c'est où? C'est un projet encore, hein? C'est encore un projet? Non, 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 il y a 9 centres, promenez votre caméra, il y a 9 centres qui fonctionnent déjà ici à Kinshasa. Je ne les ai pas sur le bout du doigt. Les gens qui sont sur terrain, ils voient absolument. Non, là, ce serait grave si vous ne faites pas cette investigation-là. Cela voudrait dire quoi? Que le Premier ministre aurait menti? Que le ministre de la Santé aurait menti? Je vous parle de 9 centres. Je ne les ai pas sur le bout de la main, mais je vous en donne 9. Le jour du lancement du projet, ils sont effectifs. C'est une moyenne zéro au regard de la capitale. Vous savez, c'est un... Excusez-moi, c'est au moins un début. Moyenne zéro, lorsque je vois le chef de l'État aujourd'hui, il a réhabilité le centre de santé du Kanchachi.
Il a réhabilité celui du camp Kokolo. On a rasé pratiquement Mamayemo qui est en train de renaître de ses cendres avec une nouvelle infrastructure. Non, il y a une volonté du chef de l'État. Il y a une volonté manifeste de redorer le blason, de pouvoir prendre en charge ce peuple. Et là revient cette belle phrase, le peuple d'abord, c'est ce qu'il a dans son cœur, c'est ce que enfin le gouvernement des Warriors a compris, parce que le gouvernement qu'on a connu avec le professeur Ilou Kamba, ce n'était pas cela, qui nous a d'ailleurs conduit à ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce n'est pas encore tout, parce qu'il y a encore... je n'ai pas utilisé le terme brebis galeuse, mais il y a encore certaines pesanteurs au niveau de ce gouvernement. Je suppose que le réaménagement qui va bientôt arriver pourra permettre de pouvoir avancer. Si vous me dites dans quel secteur, je vous dirais par exemple le sport. Le sport, on se doit de faire mieux. Je ne comprends pas comment on a eu les moyens... Cette affaire des 100 000 $, qui a rendu les gens malades. Pacotille, pourquoi on est malade? Dites-moi. Un hypercute à la caisse de l'État, Gilles Alinguete. Non, laissez-moi... oui, je comprends, j'aime bien la phraseologie. La procédure n'a pas été respectée. Non, j'aime bien, non. Le ministre des Finances a parlé de... C'est une procédure accélérée. J'ai vu le document publié par le Boxeur. La demande faite par le ministre des Sports auprès de son confrère du budget parlait des frais MAD. Les frais MAD, ce sont des MAV, ce sont des frais d'intervention. Qui est l'impulseur? Je crois que le Boxeur l'a dit. J'ai suivi un peu son dossier, qu'il avait rencontré. La hiérarchie du pays a fait une demande et plus de 60 jours après, la demande n'était toujours pas exécutée. Si cette demande avait été exécutée en temps utile, ce fameux combat contre Michael Hunter, c'est le nom du boxeur américain, aurait pu avoir lieu. Pourquoi je le dis? Je suis propriétaire d'un club de boxe, c'est l'un de mes sports passionnés. Et j'ai eu des relations, des informations auprès de Bakolé, pour qui j'espère qu'il va enfin trouver un adversaire de taille et pouvoir se battre. Maintenant, revenons. Avons-nous une idée des bourses que touchent les boxeurs professionnels? Le championnat du monde, c'est en millions de dollars. Je dis bien en millions de dollars. Qui se souvient de la bourse de Makabu aux États-Unis? Son avant-dernier combat, c'est en millions. Il vient de combattre en Arabie Saoudite parce que lui ne communique pas comme son jeune frère. Mais Makabu ne s'est pas battu pour 100 000 $. Allez chercher. Ce sont des millions qui s'est fait là-bas en Arabie Saoudite. Peut-être les Congolais découvrent un domaine pour lequel ils ne savaient pas. Il y a énormément d'argent pour ceux qui prennent des risques mortels. Vous pouvez mourir sur un ring de boxe. Qui se souvient de Mohamed Ali? 74, il est venu ici, Ali Boumie. Mali Boumie est mort, est d'abord tombé malade pendant plus de 10 ans avec, il ne savait plus se tenir, c'était pas du Parkinson, c'était autre chose. C'était les chocs reçus à la tête pendant toute sa carrière qui l'ont amené à vivre ce qu'il a vécu. Je crois qu'il faudrait ici 100 000 $ qu'on minimise. C'est vrai, beaucoup s'étonnent, s'émeuvent, mais qui se souvient de ce combat de Martin Bakolé devant Tony Yoka, aussi un sujet congolais, mais qui lui a choisi d'être français. Prime time sur Canal+, un samedi à 21 h, nous étions rivés devant notre télévision pour suivre ce combat qui a fait notre fierté. Tout ce que moi je demande au peuple congolais, étant ancien boxeur amateur, j'en ai pas fait beaucoup, c'est pardonnez-le pour ceux qui l'auraient peut-être mal fait, mais encouragez-le, parce que ce sport qu'il a choisi, c'est pas de la blague. On peut venir de chez soi tout beau, tout frais, sans blessure, sans éraflure, monter sur un ring, rentrer avec un nez cassé, des coupures partout, une mâchoire cassée, on peut en mourir. Il a fait ce choix-là, encourageons-le. Et j'espère qu'un jour, ces 100 000, parce que moi je l'appelle l'homme qui vaut plus de 100 000 $, il va pouvoir nous amener la ceinture de champion du monde, toute catégorie, qui vaut peut-être 100 millions de $. Très bien, nous avons fini quasiment cet entretien, mais une dernière question. Le CG Kabouya est
dans les Grands Kasaï, il faut les dire ainsi, Kananga, chez vous, mais vous êtes ici avec moi à Kinshasa. Nous sommes en train de tourner cette émission. J'aurais souhaité vous voir là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je crois qu'il y a eu simplement un problème de timing, mais j'encourage l'équipe du secrétaire général qui est parti dans la première ville qui en 2011 a voté Papa Etienne Tshisekedi massivement. En 2018 a voté massivement le chef de l'État. Je peux vous dire c'est la base de l'UDPS en termes électoraux. La base aujourd'hui du président Félix Tshisekedi, lorsqu'on se réfère aux chiffres de 2018, c'est Kananga. Le secrétaire général s'y est rendu, je suppose pour redynamiser, mais également prendre langue. Comme je fais partie de son comité exécutif, je crois qu'à la prochaine réunion qu'il tiendra, nous aurons plus d'informations. Certes, j'aurais voulu être là, je n'y suis pas, mais là, nous défendons toujours et encore les intérêts de notre peuple, de notre parti et de notre président. Merci à vous d'avoir répondu à la question. C'est moi qui vous remercie d'avoir fait le déplacement et remercie tous ceux qui vont suivre cette émission. Alors, ça n'est fini. Nous allons nous retrouver très prochainement avec un autre invité pour parler du Congo. À toutes et à tous, à très bientôt.